Alors, bonjour en ce 21 mars 2026. Mathieu Martel avec vous pour une rencontre Zoom de philosophie portant sur le thème suivant. Faut-il suivre son intuition? Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis professeur de philosophie au collégial. Je donne aussi des conférences depuis plus de 20 ans et j'ai quelques livres à mon actif, dont le dernier, Le Maître sans maître, qui est sorti il y a exactement 2 mois. Et il y aura un tirage dans le Facebook Live du 29 mars qui nous permettra de gagner, qui vous permettra de gagner un exemplaire. Et j'apporterai aussi, comment dire, mon nouvel ouvrage à la rencontre qui aura lieu en présence à Montréal. Je ne dis pas en présentiel, mais bien sûr en présence, vendredi 17 avril prochain, en collaboration avec Jean Rivet de Vox Populi. Donc, c'est aux Musiciens du Monde à Montréal. Je vous enverrai une petite invitation lors de cet enregistrement que vous recevrez un peu plus tard aujourd'hui. Alors, fini les présentations. Merci d'être là, tout le monde. Il y aura une période de questions réservée à nos auditeurs ou nos auditrices qui sont en direct. Alors, bien sûr, notre thème aujourd'hui, c'est faut-il, c'est une question, comment dire, éthique, une question de philosophie morale aussi. Faut-il suivre son intuition? Et le thème de l'intuition est présent chez certains philosophes dans l'histoire de la philosophie. Et aussi, souvent, on emploie cette formule-là, j'ai suivi mon intuition. On dit même à nos amis, as-tu suivi ton intuition quand tu as pris ta décision? Donc, on va réfléchir dans le contexte de la prise de décision, hein, parce que cette question-là, faut-il écouter? Faut-il écouter son intuition? Faut-il la suivre? C'est souvent dans un contexte de mise en situation lié à une prise de décision ou à une invitation à l'action. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous allons faire face à ce concept. Donc, je vous demanderai de garder vos micros fermés durant cette rencontre. Et là, j'ai toutes sortes de gens qui se joignent à nous un petit peu en retard. Je vais tenter de gérer le tout. Merci d'être là, tout le monde. On va commencer avec cette notion-là, ou peut-être qu'est-ce qui m'a poussé, allons-y avec une forme de problématisation, qu'est-ce qui m'a poussé à poser cette question-là? Hein, qu'est-ce qui pourrait pousser un individu à se demander cette question-là? Faut-il écouter? Faut-il suivre son intuition? Hein? Peut-être qu'il y aurait plusieurs réponses. Michel Mayer, qui a développé la problématologie, nous dit que les philosophes se concentrent veulent développer une réflexion sur certaines questions, mais quelquefois ils oublient de se demander pourquoi cette question-là est-elle importante. Et avant qu'on se demande à nous-mêmes, faut-il suivre notre intuition, faut-il l'écouter, hein, donc qui nous amènerait à nous positionner face à cette question-là, on pourrait faire le travail suivant. Se demander, juste comme ça, vous pouvez y aller en réfléchissant de façon spontanée en direct, et vous demandez qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à se poser, dis-je, cette question-là? Faut-il écouter ou suivre son intuition? Il y aurait peut-être plusieurs réponses, dont une qui est la suivante, c'est que nous nous décidons, nous choisissons de faire X ou Y, souvent basé sur, comment dire, certains critères qui vont nous, certains critères, nous allons nous appuyer sur certains critères pour nous décider. Et le plus commun des critères, il y en a deux. Un critère basé sur l'émotion du moment. Donc, j'ai le goût, je le sens, je vis une forte émotion face à une proposition et je me lance. Et il y aura d'un autre côté une autre position que certains de mes collègues vont adopter, ou certains individus qui se disent rationnels ou cartésiens vont bien sûr réfléchir, évaluer le pour et le contre, évaluer même
les avantages et désavantages d'une prise de décision et aussi ce que ça pourrait leur coûter au niveau du temps, au niveau de l'effort, puis et même au niveau de l'argent. Donc on a ces positions-là, mais ça c'est les positions communes, soit suivre l'émotion ou suivre une investigation rationnelle. Mais aujourd'hui, nous allons faire un voyage autre. Et certains pourront dire, ah, ben, ça va être l'intuition, serait-ce un mélange de raison et d'émotion? C'est ce qu'on pourra voir. Alors, je vais m'appuyer sur une définition qui est propre à Descartes et à la mienne de l'intuition. Puis après, on pourra euh, se demander sur quoi on se base pour prendre nos décisions. Alors, le mot intuition, hein, vient du latin intuitio, qui veut dire voir. OK? On a des philosophes qui veut dire voir. Ça, c'est le premier aspect étymologique, intuitio, qui veut dire voir. Et c'est drôle parce que dans la philosophie grecque, le mot théoria, le concept de théorie, vient aussi, touche en quelque sorte à la notion de voir. Voir, mais d'une perspective divine. Théo, orao, si je ne m'abuse. Donc, c'est voir, mais d'un point de vue, la théorie, c'est voir, mais d'un point de vue divin. Aristote va employer cet adage-là. Donc, souvent, quand on accuse les gens d'être de théoriciens, d'être des théoriciens déconnectés de la réalité, mais au sens étymologique profond, la théorie, c'est voir. Mais voir d'une perspective au niveau d'une perspective de ce qu'Aristote va appeler la pensée de la pensée, voir à un niveau supérieur. Ça peut être cela. Donc, l'intuition, pour moi, n'est pas la folle du logis, n'est pas simplement, comment dire, l'intuition n'est pas simplement une faculté frivole, non profonde, et employé par les gens légers ou par des gens qui vont dire oui à la première idée qui va, comment dire, venir à leur esprit. Ce n'est pas ça. On va pousser un peu plus en allant voir chez Descartes. Descartes, justement, place l'intuition, dit que l'intuition, dans les facultés de l'esprit, l'intuition, elle est première. Donc, il y a deux facultés de l'esprit importantes chez René Descartes, qui va déployer dans le discours de la méthode de 1637 et un peu plus tard dans les méditations métaphysiques en 1641 et même peut-être même dans d'autres textes, hein, des textes sur la règle, les règles de l'esprit. Mais Descartes va dire que l'intuition elle est première et que l'analyse, la déduction vient soutenir l'intuition. Mais pour Descartes, c'est quoi cette intuition-là? Ça réfère aux idées qui vont, on va dire, c'est lorsqu'on est capable de voir clairement et distinctement quelque chose. Lorsqu'on est capable de se former une idée claire et distincte par rapport à une situation, par rapport à un phénomène. Et cette idée-là, c'est lié à nos dispositions au niveau de l'esprit, à une capacité au niveau de l'esprit. Mais moi, je dirais même pour être capable de voir clair, puis je vais vous donner un exemple tout de suite, là, puis vous allez être capable de le visualiser, cet exemple-là. On va y aller avec des formes géométriques. Mais je crois que avant même de pouvoir être clair, ce qui est important, c'est bien sûr cette notion-là qui est sous-entendue, cette notion-là de présence d'esprit. D'être présent, ben, à soi, à l'environnement et à ce qui est. Ça, c'est ce qui est comme présupposé et sous-entendu. Donc, avant d'exercer euh, cette, euh, cette faculté d'esprit qui s'appelle l'intuition, que Descartes va jumeler par la suite pour bien comprendre une situation
à la déduction. Je vous parlerai des deux dans quelques instants. Je pense qu'il faut d'abord être présent d'esprit et après on peut pratiquer ce qu'on appelle l'intuition. Donc, imaginons, là, on va faire tout de suite un exercice d'imagination. OK? À votre gauche, vous voyez un carré et à votre droite, vous voyez un triangle. Donc, à part ceux et celles qui souffrent d'aphantasmasie, hein, d'aphantasia, j'ai un collègue qui me dit souffrir d'aphantasia. Euh, à moins de souffrir d'aphantasia, vous ne serez pas capable de voir, en fermant les yeux, le carré et le triangle. Mais vous les avez déjà dessinés et vous êtes capable même de vous les représenter sur une feuille à côté de vous, si c'est le cas, si vous êtes souffrez d'aphantasia. Donc, on a le triangle et on a le carré et le triangle. Alors, nous sommes conscients que nous percevons un carré, un triangle qui ont été dessinés sur une feuille. Nous les percevons. Et c'est drôle parce que pour Descartes, dans la pensée, lorsqu'il dit penser, là, penser, ça implique la perception, ça implique aussi l'imagination, ça implique la réflexion, ça implique plusieurs éléments. Lorsqu'il dit qu'on est une substance pensante, c'est large. C'est une manière de sentir, percevoir. Et le premier philosophe de l'ontologie grecque, Parménide, hein, disait que c'était une même chose que de percevoir et de penser ce qui est. Donc, on revient à nos formes et là, on va essayer de clarifier. Donc, on voit deux formes qui sont distinctes. On va essayer de se demander qu'est-ce qu'on perçoit au niveau du carré, puis qu'est-ce qu'on perçoit de singulier au niveau du triangle. OK, donc, tout de suite, bon, ben, c'est sûr qu'on va se servir du langage pour bien percevoir ces deux formes géométriques, mais on va percevoir que le carré, bon, il y a quatre côtés, le triangle trois, puis qu'il y a des angles, hein, donc quatre angles pour le carré, trois angles internes pour le triangle. Mais tout dépendamment de la forme du triangle, les angles vont être ne seront pas, à moins que ce soit un équilatéral, pas équilatéral, mais ouais, c'est ça. euh, on n'aura pas le même nombre d'angles, le même degré des angles. Tout ça pour dire qu'on est capable, on a besoin de percevoir ces triangles-là, de constater qu'ils sont distincts et ensuite de trouver des caractéristiques premières. C'est ça un peu en quelque sorte la pratique de l'intuition intellectuelle pour Descartes, être capable de percevoir clairement et distinctement. Il va appeler ça l'évidence. La règle de l'évidence est vrai, ce qui est certain, sans doute. Mais pour nous, au quotidien, nous sommes pas pris, nous observons pas les situations que nous vivons, les problèmes que nous vivons. Hein, nous sommes plongés dans toutes sortes de situations différentes au quotidien, mais ça implique pas simplement de la géométrie, ça implique de voir clair au niveau de nos désirs, voir clair au niveau des actions à entreprendre. Car quelquefois, nous vivons des situations difficiles, complexes, et d'autres fois, nous devons prendre une position face à une situation implique un dilemme éthique. Et on va se demander, euh, que faire? C'est la question d'aujourd'hui. Que dois-je faire dans certaines situations de ma vie? D'où notre question du jour. Faut-il suivre l'intuition? Mais comme on a besoin de le définir, nous, et je vais rajouter une définition que j'ai construite. Là, on est parti des cartes, là, euh, qui dit que l'intuition est une faculté de l'esprit, mais je vais poursuivre cette définition-là en proposant la mienne. Alors, l'intuition, c'est lorsque, de manière immédiate, surgit en notre esprit une idée,
une idée. Donc, de manière immédiate et spontanée surgit une idée ou on pourrait même rajouter un sentiment fort à propos de quelque chose. Donc, lorsque surgit de façon immédiate et spontanée, une évidence ou un sentiment fort qui nous dit, c'est cela que je dois faire. Et là, je rajoute le doit, mais c'est cela auquel je suis appelé euh, à accomplir ou à faire. Ou c'est basé sur cela que je vais prendre ma décision. Ce serait comme un oui. Un oui qui se veut, et je vais même vous lire un passage de mon dernier livre. Là, j'y pense comme ça. Je pense que je vais être capable d'aller en chercher une copie. Ça traîne sur le bureau. Parce que j'ai écrit le dernier aphorisme, ou paragraphe de mon livre. Je traite de l'intuition. Et j'ai fait ça en l'honneur d'un de mes amis qui me ramenait toujours. Et lui, il ramenait ça au gut feeling. Mais je me dis, l'intuition, c'est pas juste. Mais c'est qui écoute le gut feeling, là? Hein? C'est quoi? Moi, je postule ici que c'est notre esprit qui écoute le gut feeling. Le gut feeling n'est qu'un écho, mais quelquefois, on peut avoir une image claire de ce qui doit être fait. Je vais vous donner un exemple tout de suite, puis tantôt, je vais aller lire le passage. Puis c'est drôle parce qu'il y a un lien avec des cartes, parce que il y a une mise en situation à cet aphorisme-là. Vous savez que, les amis, je vis et je construis cette conférence de manière intuitive avec vous, hein. Aujourd'hui, je n'ai aucun plan. Je n'ai qu'un petit verre de thé ici, thé blanc, Baïmoudane blanc, tout ça. Puis je me suis dit, je vais me lancer, je vais construire ma conférence d'une manière immédiate et spontanée, parce que c'est proche de l'intuition. Donc, je vais un peu tabler en vous parlant d'un exemple. Une mise en situation que j'ai vécue, vous allez pouvoir faire des liens avec votre propre vie quand même. Je l'ai déjà raconté dans petit vidéo de lancement sur mon livre, qui est la chose suivante. J'avais l'idée première de publier mon prochain livre, qui est celui-ci qui est sorti, en Europe. J'avais l'idée première, et là, je me demandais, là, et là, c'est là qu'on va voir si mon idée était une intuition ou une simple pensée. Et il y a Maud qui vient de se joindre à nous. On l'accueille. Donc j'avais l'idée première d'aller publier mon livre, puis je dois me tabler là-dessus pour que vous puissiez comprendre à partir d'un exemple. J'avais l'idée première de publier mon livre aux éditions fondées par un certain Gérard, les éditions Alia, parce que je trouvais la couverture, la reliure, la typographie merveilleuse, et j'aimais acheter ces petits livres-là qui étaient à environ 10 euros. J'ai toujours aimé acheter les livres d'Alia et quand j'ai lu sur la vocation de la maison d'édition et les intentions de Gérard, je me suis dit, waouh, j'en ai appris davantage sur la maison d'édition. Mais là, j'avais comme un rêve de publier aux éditions Alia. Mais ça, c'est une pensée. C'est lié au fait d'apprécier acheter les petits livres Alia. Puis je pourrais même aller vous en chercher un rapidement dans quelques instants. Je vous montrerai ça, parce que quand je vais aller lire l'extrait. Et ça, c'était une idée. Mais pour moi, ça, ce n'est pas une intuition. C'est un désir lié à un objectif. Ah, j'aime les livres Alia. Je pense à les publier là. J'aimerais bien. Là, je lis sur la maison d'édition. Je m'informe. Et j'apprends qu'ils reçoivent 900 manuscrits par année, en publient 30 nouveaux et en réédite 65, une centaine d'anciens manuscrits. Ça, c'est une pensée. C'est une intuition. C'est une pensée et non pas une intuition. L'intuition, c'est un autre degré. C'est un autre degré parce que ça surgit, si vous êtes bien sûr présent
d'esprit, présent à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Ça surgit de manière spontanée. Alors, je vous conte un peu l'anecdote. Cet été, je suis au salon de thé sur la rue Beaubien, Thé-Gourou. Je suis là avec mon ami Charles, qui est dessinateur. On discute et là, je vois quelqu'un apparaître que je reconnais. Et cette femme-là, c'est Aimée Lévesque, qui est une correctrice d'épreuves émérite, qui corrige mes livres depuis longtemps. Et elle de déclarer, Mathieu, je viens 2 fois à Montréal, de Rimouski, et là, il faut que je tombe sur toi au salon de thé. Elle dit, je viens au mois de décembre et au mois de juin. Là, j'étais surpris. Chose bizarre, c'est que je pensais à Aimée, je pensais à elle depuis 2 jours. Et là, elle apparaît. Mais ce qui est de l'ordre de l'intuition, c'est que ce qui est de l'ordre de l'intuition, c'est que, qui est proche presque d'une synchronicité, c'est que je pensais à Aimée depuis 2 jours et qu'elle, elle déclare, quel adon, quel heureux hasard de se rencontrer, je ne viens là que 2 fois par année. Mais là, je n'avais pas perçu cet angle mort. Aimée est ma correctrice pour mes précédents livres, fait un très bon travail, elle est poète, professeure de français, d'anglais, gagne des concours de, de dictée, elle corrige pour des maisons d'édition, etc. Mais je n'avais pas vu cet angle mort-là, qui est en train de se tisser. Ma pensée me disait, ma pensée me disait, ah, publié aux éditions Alia, mais ce qui est en train de se tramer de manière intuitive, c'est la publication d'un livre d'une autre manière. Je continue mon histoire. Je me lève un matin et je vois la couleur de ma couverture de mon livre. Je la vois apparaître. Et là, aussitôt, je me suis dit, je vais écrire à Aimée, puis je vais écrire à Evelyne, celle qui fait mes couvertures, puis je vais leur demander, puis je vais en toute liberté, je vais leur demander s'ils ont envie de participer à la réalisation du livre. Et là, comment dire? Elles ont dit oui. Et tout de suite par la suite, s'est évanouie l'idée de publier avec Alia, ce qui s'imposait, et c'est ça qui est de l'ordre de l'intuition. C'est une pensée immédiate et spontanée qui s'impose, qui surgit dans votre esprit si vous êtes bien sûr présent et attentif et que si vous pratiquez la présence attentive. Ça surgit de manière spontanée et immédiate, telle une évidence. Et c'est devenu une évidence que Alia était une pensée, une maison d'édition que je respectais beaucoup. Au niveau de la pensée, je voulais publier chez Alia, mais au niveau de l'intuition, ce qui s'imposait, c'est de travailler avec mes anciennes collaboratrices. L'intuition s'impose et quelquefois, on ne veut pas la voir. On est accroché à notre passé, accroché à notre situation actuelle, accroché à ce qu'on pense qui est bon, à ce qu'on pense qui est vrai, accroché à toutes sortes d'habitudes, mais l'intuition s'impose comme quelque chose de très vivant. J'en ai parlé tantôt. Hein, donc, c'est, c'est un oui, c'est une lumière. Je vais avec des métaphores. C'est une idée claire et distincte qui s'impose. Et là, je vais aller vous chercher, lire le dernier paragraphe de mon livre, parce que là, ça s'impose. Et si je suis capable, je vais aller chercher, comment dire, même la couverture de l'édition Alia pour vous la montrer. Donc, là, comptez jusqu'à 10 et je vous reviens. Bon, parfait. Donc, je suis. Premièrement, allons-y, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, l'édition Alia,
C'est ce beau petit format-là qui est merveilleux, hein. C'est tellement beau. Ça, c'était mon idéal. Ça, c'est lié à la pensée. C'est lié à ce qu'on croit qui est bon pour nous, hein. Mais la démarche de Gérard chez Alia, elle est belle, elle est admirable, hein. Regardez comment c'est bien disposé, avec un beau choix de papier, une reliure, écoute, une merveilleuse reliure. Ça, c'est l'idéal. Et dans notre vie, nous fonctionnons avec ce que nous croyons qui est notre idéal moral, nos choix de vie. Et cela me fait penser à un de mes amis qui disait, je viens d'avoir une nouvelle entrevue dans une nouvelle entreprise et je vais passer les 12 dernières années de ma vie là pour finir ma carrière et prendre ma retraite. Ça, c'est au niveau de la pensée. La vie, la vie vous réserve des surprises. La vie s'insère subtilement, travaille dans l'invisible et vous réserve toutes sortes de surprises si vous êtes prêt à être ouvert et à vous étonner aux surprises. Mais vous avez votre pensée qui vous dit, non, mon chemin, là, comment dire, vous figez la vie en disant, les 12 prochaines années, je vais les passer là. Mais ça, ce n'est pas être en contact avec la vie, ni avec l'intuition. Parce que l'intuition, c'est quelque chose d'immédiat, spontané. On ne le sait pas ce qui va se passer demain. Nous avons un certain désir que les choses restent à notre image, que les choses soient figées, éternelles. Là, nous pouvons nous lever un matin et nous dire, ah, la vie est merveilleuse, la vie est un miracle, la vie est incroyable en ce moment, j'aimerais qu'elle perdure. Mais non, la vie nous réserve toutes sortes de surprises et il y a toujours du changement et la vie, elle est vibrante, elle est vivante. Alors, donc, j'avais un idéal qui était publié chez Alia, mais la vie me fait rencontrer, la vie me plaçait ses intuitions et ça a donné ça. Et là, je vais avec mon dernier texte que j'ai dédié à mon ami Christian, qui me parlait du gut feeling. Je dis, voyons donc, il dit, c'est pas l'intuition qui prime, c'est le gut feeling. Fait que je suis allé comme suit, je dis, ah, je vais composer un texte pour Christian. Mais moi, c'est l'intuition, c'est pas le gut feeling. Le gut feeling, c'est juste lié à un sentiment lié au trip, tout ça, mais quelquefois, l'intuition, c'est une vision que nous avons. C'est une image. C'est une idée claire. Ça dépasse le simple gut feeling. Alors, je vais avec une petite lecture. C'est le 48e paragraphe de mon livre, et là, bon, c'est une première. Je n'ai pas prévu lire tout ça, mais c'est dans notre thème. Rappelons-nous notre question du jour. Faut-il écouter ou se fier à l'intuition? Et là, je contextualise. Face à une situation extrême, tel le fait d'être perdu en forêt ou encore de devoir sauver sa vie en accomplissant un geste in extremis, que faut-il faire? Que nous reste-t-il comme critère d'action? C'est le thème de ce jour, d'aujourd'hui. Puis je suis sûr qu'en ce moment, si vous êtes là à cette conférence Zoom en direct, c'est que vous vous questionnez sur une décision à prendre, hein, une action à entreprendre, une action prochaine. Vous êtes, et comme moi aussi, quelquefois nous sommes à la croisée des chemins, quelquefois nous sommes à un moment charnière où il faut prendre des décisions. Mais sur quelle base allons-nous prendre nos décisions? Je poursuis. Sur quoi faut-il baser notre décision? Allons-nous passer par des calculs de probabilité? Hein, j'ai un collègue en fin de semaine qui la semaine dernière, qui me disait qu'il s'épanchait pour une femme qu'il avait rencontrée à la banque. Et là, je suis en train d'évaluer les calculs conséquentialistes de mon action. J'ai passé toute la semaine de relâche, de travaux et d'études à réfléchir là-dessus. Peser le pour et le contre. Donc, lui a fonctionné de manière
calculer. Allons-nous passer par des calculs de probabilité pour nous sortir de la dite situation problématique? Y aller d'un raisonnement discursif? Sinon avoir recours à la tradition? Ben oui, la tradition. On m'a dit que le bien, c'est ça, que le mal, c'est ça. Mes ancêtres fonctionnaient comme ça. J'ai toujours pris une décision basée sur tel élément, sur mes valeurs fondamentales. Mais vous allez vous rendre compte que quelquefois, vos valeurs fondamentales, là, dans des situations éthiques particulières, vous savez plus où donner de la tête. Qu'allez-vous faire? Y aller d'un raisonnement discursif, sinon avoir recours à la tradition ou encore suivre un protocole. Ben oui. Quand on est dans les forces policières, les pompiers, ambulanciers d'urgence, même médecins, on suit des protocoles avant de prendre une décision. Est-ce que ça va être ça sur quoi on va baser notre prise de décision? Et je termine en disant, ce qui s'impose peut-être en ces situations, je dis bien peut-être, c'est de revenir à l'écoute de la profonde intuition qui se révèle à nous dans l'instant. Mais là, pour ça, il faut être présent et attentif et s'arrêter quelques secondes et se demander qu'est-ce qui veut, qu'est-ce qui surgit en mon être? Qu'est-ce qui s'impose de manière claire? Est-ce que c'est clair? Ah non, vous pouvez même dire, je doute encore. Mais si vous doutez encore, vous doutez. Ce n'est pas tout à fait clair. Descartes l'avait dit, tant qu'il subsiste un doute, ce n'est pas clair. On a même un auditeur des Facebook Live, Daniel, qui est allé d'une formule, d'une boutade, qui dit, lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et je compléterai la phrase en disant, il n'y a pas de doute que je ne sais pas quoi faire pour l'instant, que ce n'est pas clair, que ce n'est pas certain. Alors, allons revenir à l'écoute de la profonde intuition qui se révèle à nous dans l'instant. Et là, je précise, celle qui prend toute la place. Une intuition, c'est une idée claire et distincte qui surgit de manière spontanée et immédiate. Une évidence, un oui, et elle prend toute la place. C'est peut-être cela, le chemin à suivre, hein, qui nous enjoint d'un élan à risquer dans le sens de celle-ci, hein. Donc, mais certains risquer dans le sens de l'intuition. Osons-nous? Risquons-nous? Non, nous avons peur. Non, ce n'est pas rationnel. Non, je n'ai jamais procédé ainsi. Hein? Rappelez-vous les moments de votre vie où une idée est apparue et vous avez dit oui à cette idée-là, mais que c'était clair et même c'était un oui total. Hein? Certains diront c'est un oui total. Ça se présente à vous comme oui, mais là il y aura un mais. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai peur. Mais ce n'est pas rationnel. Mais que vont penser mes proches? Hein? Euh, mais que vont penser mes collègues si je fais ça? Mais là, c'est ça la vie. La vie, c'est peut-être d'oser risquer en ce sens. Et là, on peut peut-être même se poser la question. Admettons que vous disiez oui à cette intuition qui surgit. Comment réagirait votre corps? Est-ce que si vous, vous pouvez même vous pratiquer en vous disant, bon, je vais dire oui. Et là, vous dites oui, puis vous voyez là, dans la demi-heure ou dans le moment immédiat comment vous vous sentez. Si vous vous sentez léger, joyeux, euh, énergique, enjoué, et le corps, hein, il peut avoir un écho dans le corps. Donc, ce que je propose peut-être comme vision, c'est que vous êtes même capable, avant de dire oui ou non, de jouer le jeu. De dire, et disons oui, et voyons comment nous allons nous sentir.
Donc, avant de se décider, avant de dire oui ou non à quelqu'un, à une situation, à votre patron, à quelqu'un d'autre, vivez le oui intérieurement. Donc, parce qu'aujourd'hui, on traite plutôt du fait de, admettons que vous disiez oui à cette évidence, à cette intuition-là. Comment vous vous sentez? Et c'est peut-être cela qui va vous aider par la suite à vraiment opérer et agir en ce sens. Mais souvent, nous, les êtres humains, nous sommes, écoutez, pris entre l'espérance et la peur. Toutes sortes de blocages variés. Et il y a le manque d'audace, puis je crois que ça peut être ça qui nous paralyse. Avons-nous appris à dire oui à ce qui veut vivre en nous et à dire oui à cette évidence? Écoutez, mais moi, j'ai eu même quelqu'un qui s'est opposé au fait que quand j'ai déclaré Evelyne, mon infographiste, veut travailler encore avec moi, j'étais joyeux et ma correctrice ont dit oui. Puis il y a des gens autour qui m'ont dit, ben là, tu manques de courage, c'est pas sérieux ton affaire. Et là, mais moi, j'ai vu la couverture, j'ai vu le symbole. Ça, c'est de l'intuition. Mais vous, vous avez accès à ça aussi. C'est pas réservé à une élite. C'est, et ça vient souvent quand on dispose du temps pour soi-même. Les synchronicités, il faut se détendre. Prenez-vous le temps de ne rien faire, de vous détendre, de ne pas culpabiliser, de rien faire. Pensez aux chats. Je lisais à ça. Les chats ont compris quelque chose. Hein, et ils relaxent 20 heures par jour. Mais vous prenez-vous au moins quelques heures pour ne rien faire, ne pas vous mettre de la pression, ne pas être seulement dans un mode d'obligation. Hein, est-ce que vous détendez votre système en vous offrant ce temps-là? Donc, je reviens à mon point. Euh, Notre question, c'est faut-il suivre son intuition? La réponse pourrait être non. Faut pas la suivre, faut rester strictement dans le calcul rationnel. J'ai un ami qui fonctionne comme ça. Je dis, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va? Hein, tu vois la vie d'une manière strictement factuelle. La vie, tous nos choix, c'est des calculs de probabilité. On vit dans un monde strictement spatio-temporel. On est déterminé par nos hormones, etc. Puis j'ai dit de voir la vie de cette façon. Est-ce que, est-ce que tu y trouves plus de sens? Et lui de répondre, pas vraiment, mais je ne peux pas faire autrement que voir la vie d'une manière strictement scientifique, logique, factuelle, etc. Chose bizarre, chose bizarre, parce que c'est un physicien de formation. Et écoutez bien ça, un des grands physiciens du début du 20e siècle, le plus grand, Einstein, notamment. Puis pas parce que j'ai lu quelques bibliographies de lui, Étienne Klein, la biographie d'Étienne Klein sur Einstein, mais ce qui me marque chez Einstein, c'est trois choses. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un amateur non plus, mais j'en parle à mes élèves. Pour Einstein, ce qui est le plus important, c'est la curiosité. Être curieux. Et quand je parle à mon ami de physique quantique, d'Eisenberg et compagnie, oh, c'est juste des probabilités, c'est pas sérieux, le modèle descriptif fonctionne, mais non, il est rebuté par cet aspect-là. Et là, je tombe pas dans l'interprétation de la physique quantique, puis je suis pas en train de me présenter en tant que physicien, mais je vais juste dire que pour Einstein, la curiosité, s'ouvrir à des théories différentes, des traditions différentes, c'est important. Être curieux d'autrui, être curieux des phénomènes, c'est le moteur.
Donc, on pourrait aller voir peut-être du côté de l'intuition. Et il y a plein de scientifiques qui ont, justement, ont fait un rêve et ont écouté leur rêve. Ça ne veut pas dire que tous les rêves sont symboliques, tous les rêves recèlent de la nourriture pour l'esprit, c'est pas ça. Deuxième point chez Einstein, curiosité d'abord. Deuxième point, cette fameuse citation, comment voyez-vous la vie? Comme quelque chose de... Il dit, on peut voir la vie de deux manières. Comme si elle est absurde ou comme si elle recélait un peu de magie. Moi, j'irais avec un peu de mystère. Un peu de mystère. Êtes-vous ouvert à ça? Et je vais vous conter une histoire dans 2 secondes. Euh, Ouvert au mystère, ouvert au mystérieux, pas besoin de dire miracle ou magie. Moi, j'irais avec le mystère. Je crois qu'Einstein disait magie. Et troisièmement, dans le sujet de notre live aujourd'hui, Einstein ouvre sur un troisième point, dit que nous avons accordé une grande importance à la raison. Elle est importante, mais elle est secondaire. Et il nous dit ce qui est primaire. La raison, c'est notre serviteur, mais notre Seigneur, le Seigneur, c'est l'imagination et l'intuition qui est première. Chose intéressante, Descartes place l'intuition comme première pour avoir accès à la vérité, aux évidences, où se déclare et distingue, et place la déduction, qui est une forme d'analyse, en second. Même chose chez Einstein. C'est simple, je vous lance ça simplement pour vous ouvrir l'esprit. Je vais vous conter quelque chose. Sur mon livre, il y a une erreur. Regardez bien ça. Regardez ici, le symbole. Oups, le kanji, lié au mètre 100 mètres. J'arrive au café un matin, un dimanche. Je rencontre un dessinateur. C'est drôle, j'arrive vers 9h, 9h30 au café. Je m'assois au bar à droite, puis la place est prise. Il y a quelqu'un qui a laissé un calepin là. Et il revient des toilettes. Ah, c'est Jacques, le dessinateur. Il dirige des équipes euh, pour des dessins de grandes réalisations hollywoodiennes au niveau des dessins animés. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je dis, ah, j'ai reçu l'épreuve de mon nouveau livre, le mètre 100 mètres. J'y monte. Ah! Écoutez bien ça, je suis assis un dimanche au café. Il dit, ah, ben oui, je sais ce que ça veut dire, tout ça. Ah, je dis, tu lis le japonais? Non, non, le mètre 100 mètres, ça ne peut que dire, ça ne peut que dire une seule chose. C'est Ronin. Ah oui, c'est Ronin. C'est quoi Ronin? Là, j'avais une interrogation. Donc, je vais vous parler de Ronin. Le mètre 100 mètres. Donc, le caractère japonais que j'ai mis, ça fait référence à Ronin en japonais qui veut dire vagabond, errant, personne des vagues. Le Ronin est un samouraï sans maître, un maître des armes, mais qui n'a pas de maître. Il n'y a pas de maître, c'est-à-dire dans la perspective du Japon médiéval, société médiévale, ben, le Ronin, le samouraï sert un maître, hein, qui est le maître, le chef d'État, notamment. Mais le Ronin, lui, a perdu son maître, hein. L'état de liberté personnelle non choisi pouvait résulter, sa liberté non choisie, de la disparition de son seigneur, le seigneur qu'il servait, d'une défaite au combat ou encore d'une faute morale commise. Écoutez, j'arrive au café, Jacques, je pensais qu'il lisait le japonais. Il dit non, non, c'est une évidence. Ronin, c'est Ronin ton titre, c'est lié à ça. Puis c'est ça que ça veut dire le kanji. Mais là, imaginez le kanji, il manque un terme, il manque le mot personne qui est pas là. Là, je dis, Jacques, j'ai un problème, mon infographiste a oublié de mettre quelque chose. Mais là, si on met le kanji à côté, ça sera pas beau. Si on le met en bas, ça sera pas beau. Si on rapetisse
J'ai dit, Jacques, ça sera pas beau. Moi, j'espérais avoir, je n'ai même pas contacté mon infographiste. Je me suis dit, je vais avoir une réponse dans le réel. La réponse est venue de Jacques. Deux réponses intuitives. La première, que j'avais fait le bon choix de titre. Ça, c'est mon interprétation suite à cette rencontre. Mais pensez-y, les amis, quelle est la chance avec ce kanji-là japonais que je dépose un livre sur un comptoir? Quelle est la chance et quelqu'un me dise, voici ce que ça veut dire? Premièrement, il faut que la personne parle le japonais ou le chinois. Mais c'est drôle parce qu'au café, il y a même quelqu'un qui parle le chinois qui aurait pu peut-être m'interpeller en ce sens. Donc, c'était une révélation. Deuxième révélation, Jacques me dit, c'est bien qu'il manque l'autre kanji ici. C'est une bonne affaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, à Hollywood, ben, pas Hollywood, mais il s'est rendu compte que lorsqu'il manque un petit quelque chose, lorsqu'une absence, ça crée un désir. Ça crée un désir de compréhension. OK? Puis là, il venait comme de répondre à mon interrogation. Puis mon intuition me disait, je reviens au point, mon intuition me disait, ne contacte pas ton infographiste. Elle doit sûrement faire ça pour une raison. Et là, mon intuition me dit qu'elle a fait ça pour quelle raison? Pour une raison graphique. C'est plus beau. Et là, je vais vous faire le lien avec l'intuition. Quand j'ai reçu mon épreuve, je me suis demandé, j'étais attentif, je me suis demandé comment j'ai reçu le livre quand je l'ai vu là, la première fois, en la première seconde. Dès que j'ai sorti le livre, j'ai dit c'est beau, c'est merveilleux. Ça, c'est de l'intuition. Donc, ce qui compte, c'était comment j'ai reçu. À premier niveau, j'ai dit, ah, c'est beau, c'est merveilleux. Mais là, dans les faits, ma raison s'est mise à s'inquiéter. Ce n'est pas représentatif, etc. Mais au moins, je l'explique dans le livre, les deux kanji. Il y a une explication. Donc, ma raison était très inquiète de ne pas utiliser les deux kanji les kanji, c'est les caractères chinois, de manière stricte et rationnelle. Et là, une rencontre se fait au café et Jacques m'éclaire à ce sujet. Et là, les amis, je ne pensais pas vous parler de ça aujourd'hui, là. C'était pas planifié, j'avais ça, je suis sorti chercher mon livre, etc. Donc, j'ai été guidé intérieurement. Ce que ça veut dire derrière tout ça, là, c'est que au fond de vous-même, il y a une confiance. Au fond de vous-même, il y a des ressources. Au fond de vous-même, si vous pratiquez la présence attentive et vous vous dites, je vais la trouver, la réponse à mon problème. Il existe une réponse à mon problème. Il existe, je vais rencontrer quelqu'un, je vais ouvrir le poste de télévision, je vais ouvrir la radio. J'ai confiance que je vais avoir la réponse. Je vais trouver la réponse adéquate au problème que je vis en ce moment ou à la situation que je vis. Et ça va venir d'une manière peut-être intuitive. Ça va s'imposer. Et c'est un peu ce que je viens de vous démontrer à travers toutes mes inquiétudes, mes interrogations. Il y a quelque chose que mon ami Charles appellerait qui est de l'ordre de la vie. Si vous êtes à l'écoute et attentif, il y a des réponses ou des idées claires qui vont venir à votre esprit. Vous allez pouvoir même après les vérifier, comme je vous ai expliqué tantôt. OK, admettons que c'est oui, là, qu'il n'y a pas de doute, puis c'est oui. Comment je me sens si je dis oui? Il nous reste quand même ça pour expérimenter. On n'est pas obligé de dire un oui aveuglé, ou on n'est pas obligé non plus d'y aller totalement avec une voix froide. Et je vais vous conter quelque chose à ce sujet. Mon collègue qui dit, je ne peux pas ne pas travailler cette session, donc on m'offre un emploi en Outaouais, je vais y aller, et j'y vais pour des raisons. J'ai besoin d'agir, j'ai besoin de faire de l'argent, j'ai besoin de ci.
Mais il ne s'est peut-être pas demandé profondément, est-ce que c'est un oui? Est-ce que j'ai une idée claire ou j'y vais simplement par dépit, simplement pour passer le temps, simplement pour répondre à des instances rationnelles en moi? Il est revenu de cette exploration-là, puis il dit qu'il n'avait pas vraiment apprécié. Ma question était la suivante. Avait-il besoin, a-t-on besoin de prendre des détours en utilisant simplement la raison, en se convainquant au niveau de la raison et négliger ce qui pourrait venir d'une manière intuitive, spontanée, directe? Et c'est peut-être ça que veut nous révéler l'intuition. Mais nous devons un peu être patients et les intuitions, on ne sait pas quand elles vont surgir, quand elles vont apparaître. C'est très mystérieux. Mais basé sur des observations, lorsqu'on prend du temps pour soi, qu'on se détend, qu'on a de l'espace dans notre agenda et qu'on n'est pas toujours à la course, on a plus de chances d'être observateur et attentif face à tout cela. Sur ce, on se pose la question suivante. Faut-il dire oui à notre intuition? Et qu'est-ce qui permet de savoir si c'est une intuition? Ça pourrait être une autre question. Alors, sur ce, les amis, on est rendu, mes auditeurs, auditrices, merci d'être là. On est rendu à la période de questions, commentaires. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans quelques instants. Je vais bien sûr arrêter l'enregistrement et remercier tous les gens qui vont nous écouter en différé. Merci d'avoir été là à cette conférence du 21 mars 2026, à la conférence du début de printemps. Et pour nos auditeurs en direct, ça sera maintenant la période de questions. Au plaisir. À la prochaine, donc je vais suspendre l'enregistrement. À bientôt tout le monde.